Oui, Président, mes chers collègues, quelques mots sur ces orientations budgétaires. D'abord, pour évacuer du débat, si vous le permettez, Président, ce que nous avions fait lors des précédents exercices du même genre sous la mandature précédente. Ces débats qui consisteraient d'un côté à reprocher dans cet exercice toujours compliqué des orientations budgétaires une approche qui serait marquée par trop de prudence d'un côté, ou à l'inverse expliquer qu'elle serait considérablement ou déraisonnablement optimiste. Parce que je crois que l'exercice qui nous est proposé dans le contexte qui est celui dans lequel évolue notre collectivité nécessite toujours entre ces deux postures une posture médiane qui est plutôt celle que j'aimerais emprunter. D'abord, concéder à ce qu'a dit Arnaud Arfeuil, le fait que, bien évidemment, aujourd'hui, il est clair dans cette Assemblée que, avec la perte de la fixation des taux, nous sommes soumis à un exercice des produits constatés et des dépenses imposées. Et c'est bien cet exercice-là qui doit permettre à la majorité, c'est ce que vous faites dans vos présentations, de dégager des marges de manœuvre pour atteindre les objectifs fixés au département. Alors, quelques remarques. La première sur les impacts exogènes. Il pourrait être facile de considérer que toute nouvelle charge résulte d'impacts exogènes. Ce n'est pas ce que vous avez fait d'ailleurs, mais nous sommes dans une année électorale. Et souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, dans les années électorales, les impacts exogènes augmentent. Parce que d'autres peuvent être tentés de décider pour nous, avec la libéralité de celui qui finalement paye avec l'argent des collectivités, d'octroyer, parce que l'année est particulière, un certain nombre de... Bon, on ne peut pas imaginer que ça arrive, mais enfin, on peut se dire entre nous que peut-être il faut se préparer à ce type d'aléas. Je trouve que le travail, et en tout cas cette pyramide des âges qui nous a été présentée, et je pense qu'on l'avait sans doute déjà vu, mais elle a résonné particulièrement aujourd'hui, en tout cas quand je l'ai regardée, qui fixe à 250-300 fonctionnaires territoriaux par an départ en retraite, est sans doute l'occasion d'arbitrage nouveau pour la majorité. Bien sûr, de telles volumétries de départ en retraite poseront nécessairement la question des remplacements. Et je crois que c'est bien aussi de se fixer comme objectif le fait qu'une collectivité comme la nôtre ne doit pas perdre en expertise. Il faut donc une transmission des connaissances, des savoir-faire des agents avec les nouveaux agents qui arriveront. Mais elle aura sans doute, et j'aurais aimé voir figurer cela, mais ça peut faire partie peut-être d'échanges futurs qui seraient particulièrement intéressants, ces départs en retraite auront aussi une résonance sur le plan indiciaire. Puisque, par définition, ceux qui partent à la retraite ont souvent de l'ancienneté. Et donc, il y aura là, entre la masse salariale contrainte par les choix d'investissement qui sont faits, parce qu'on imagine bien qu'on ne va pas simplement livrer des collèges vides sans personnel. Mais il y aura sans doute là un équilibre dans la gestion, quelques voies et moyens qui pourront être empruntés pour réarbitrer les choses entre ces départs en retraite avec des personnes qui ont des indices élevés et puis les nouveaux fonctionnaires territoriaux qui rejoindront notre collectivité. En tout cas, je pense qu'il y a là une piste, mais j'imagine que vous y aviez pensé. J'étais surpris à la lecture du rapport de voir une augmentation de la masse salariale de 11%, ce qui semble quand même considérable. On voit qu'elle s'explique en partie par des éléments externes. Je pense notamment à la revalorisation d'un certain nombre d'éléments dans la grille indiciaire, le passage au RIFSEP, etc. Vous nous en direz sans doute plus là-dessus sur ce point, mais 11% sur un poste qui représente à peu près 40% de nos dépenses, c'est une augmentation substantielle. Alors je ne la stigmatise pas, je veux simplement dire qu'elle mérite peut-être un complément d'explication ou de mise en perspective. Voilà globalement ce que je voulais relever. Peut-être aussi, mais c'est un débat récurrent entre nous, faire remarquer que
la prévision de DMTO est pour le coup plus que prudente, mais je ne voudrais pas que les DMTO soient... Se dire aussi collectivement que ces DMTO, on parlait de la LGV tout à l'heure, elles ont sans doute été pour partie dopées par des grands projets comme celui de la LGV à Bordeaux. Le prix de l'immobilier a quand même suivi, ou en tout cas a été impacté par ces éléments. Et donc, constater que si nous pouvons dégager 170 millions d'euros pour les transports du quotidien, c'est peut-être aussi, sans tirer trop les recettes, ou en tout cas sans faire trop de plans sur la comète, c'est aussi parce que les DMTO ont progressé de 72% de 2015 à 2021, passant de 289 millions d'euros à 498 millions d'euros. Pour terminer, je concède à Arnaud Arfeuil le fait que l'exercice auquel il doit se livrer, et c'est sa responsabilité, et pas un exercice facile. Nous verrons, lorsque le budget sera présenté, si les hypothèses retenues, toutes choses égales par ailleurs, sont des hypothèses qui étaient réalistes. On les mesurera à l'aune des réalisations, car pour faire écho à la citation d'Hegel, et paraphrasant ainsi Karl Marx, ce qui fera plaisir à mon ami Sébastien Laborde, vous voyez comme quoi tout est possible dans cette séance, chers collègues. Raymond Aron disait que les hommes font l'histoire, mais ne savent pas toujours l'histoire qu'ils font.